Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Alors, bienvenue à cette table ronde dédiée à la question « Quelle stratégie pour une décroissance concrète ?» Alors, vous avez peut-être remarqué qu'au cours de cette agora de la décroissance, durant le reste de l'après-midi, on n'a finalement pas parlé tant que ça de la question de la décroissance en tant que mouvement, du moins de manière explicite. C'est-à-dire ce qu'a été ce mouvement jusqu'à maintenant, quel est son rôle dans la situation politique actuelle, et surtout quels sont nos objectifs et les manières concrètes de les atteindre. Donc on a évidemment parlé de tout ça en creux lorsqu'on a parlé de manière de rendre le travail moins aliénant et de mieux partager ses fruits, de comment adopter des modèles agricoles qui soient plus respectueux des humains, du reste du vivant. Mais l'objectif de cette discussion, ça va vraiment être de prendre un peu de recul et de se demander en tant que décroissant, et en dialogue avec vous, comment est-ce qu'on définit exactement notre projet politique, ce qui le distingue et ce qui le rapproche d'autres mouvements, et à partir de là, comment on se donne les moyens d'arriver à nos fins, dans le contexte actuel de montée rapide de l'extrême droite, d'intensification des événements climatiques extrêmes comme on l'a vu ces derniers temps, et d'un impérialisme occidental toujours plus débridé. Et donc pour réfléchir à ces questions, je suis accompagné de 3 personnes qui appartiennent à ce mouvement depuis maintenant plusieurs années, et que je vais laisser se présenter, parce que vous le ferez bien mieux que moi. Donc je vous laisse dans l'ordre que vous voulez. Donc, je suis accompagné de Christophe Laurens, de Fleur Bertrand-Montambeau et de Vincent Liéger. Je te laisse... Ça y est, ça marche. Bien, bonjour. Moi je suis Christophe Laurens, je suis architecte, paysagiste et enseignant dans un master intitulé Alternative urbaine, avec lequel on essaye d'imaginer des manières alternatives d'habiter la Terre, donc qui est directement connecté aux questions de décroissance. Et puis parallèlement à ça, j'étais dans le comité de rédaction de la revue Anthropia. Et puis de là, membre fondateur de l'Institut Momentum, avec qui on essaye de réfléchir à la décroissance et à une partie de la question de l'effondrement, qui est aussi un morceau de la décroissance. Et voilà, donc l'Institut Momentum, qui est en quelque sorte un think tank, qui essaye de faire un certain nombre de propositions, de tribunes, de construire des positions et d'inviter tous les mois quelqu'un dans des domaines très variés pour faire des propositions et débattre autour de ces sujets-là. Bonjour, moi c'est Fleur, je suis porte-parole de la Maison commune de la décroissance. La Maison commune de la décroissance, c'est une association nationale qui est vraiment, Christophe a dit think tank, nous on dit laboratoire d'idées autour de la décroissance. Donc vraiment l'objet est de définir la décroissance, de réfléchir à ce que c'est et de rendre visibles les idées de la décroissance, donc en faisant des conférences, en organisant des événements, en écrivant des articles, des livres, etc. Donc nous on est des fours furieux de contenu théorique et politique décroissant. Bonsoir à toutes et tous, Vincent Liéger. J'ai plusieurs casquettes autour de la décroissance, en plus d'être un des plus anciens ici avec Christophe, qui rappelait les beaux travaux que je vous invite à retrouver, parce qu'il y a une grande partie qui sont encore disponibles sur Internet, de la revue Anthropia. Je suis un militant politique de la décroissance depuis presque une petite vingtaine, voire une bonne quinzaine d'années. À l'époque, avec le Parti pour la décroissance, Association des objecteurs de croissance et beaucoup d'autres choses extrêmement intéressantes qu'on a pu vivre par le passé. Et puis, je vis dorénavant en Hongrie, où je suis le coordinateur d'une coopérative de recherche et d'expérimentation autour de la décroissance qui s'appelle Cargonomia, qui fait le lien entre l'agriculture, les enjeux de l'agroécologie, de la permaculture, avec une petite ferme à côté de Budapest, des jardins urbains, le lien avec la question de la logistique autour des vélos cargo, avec un atelier vélo, on fabrique des vélos cargo et un petit centre logistique, et tout ça est un joli prétexte pour expérimenter au quotidien des modèles économiques alternatifs autour de l'économie du don, de la réciprocité, sans argent, des modèles éducationnels aussi alternatifs de plus en plus, avec beaucoup de liens avec des écoles les plus jeunes et l'école de la vie, parce que je crois qu'on a toujours plein de choses à apprendre tout au long de notre vie. Et puis aussi Cargonomia, qui est devenue une forme d'université ouverte qui accueille chaque année une quinzaine, vingtaine d'étudiantes et d'étudiants.
Je suis aussi le coordinateur des conférences internationales de la décroissance qui ont pris une très grande ampleur, dont la prochaine aura lieu en juin prochain à Oslo, et celle de 2027, et ça va faire le lien avec ce dont on va parler aussi aujourd'hui, a pour ambition d'être un grand événement international avec un appel du pied des Sud globaux. Et je suis là aussi des animateurs des réseaux internationaux de la décroissance qui fait le lien avec tous ces Sud globaux. J'ai aussi la chance d'enseigner la décroissance dans plusieurs universités, en particulier en ce moment à l'Université d'Europe centrale à Vienne. Merci beaucoup. Donc pour lancer notre discussion, j'aimerais bien, avant de commencer à réfléchir aux stratégies pour une décroissance concrète, qu'on commence par définir ensemble ce que c'est que la décroissance concrètement, qui est une question qui peut paraître évidente dans ce genre d'événement, mais qui en fait mérite d'être posée. Et du coup, j'aimerais bien commencer par toi, Christophe, à l'Institut Momentum. Donc ça fait bientôt 15 ans que vous réfléchissez aux questions liées à l'anthropocène et à la décroissance, et même avant ça, à travers la revue Anthropia. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire, selon vous à l'Institut, ou selon toi personnellement, ce qui fait le noyau dur de la décroissance et sa particularité par rapport à d'autres mouvements, et notamment d'autres mouvements anticapitalistes? Oui. Donc, pour moi, en tout cas, la décroissance, c'est d'abord une philosophie. C'est-à-dire que c'est dans le sens où c'est pas en soi un programme politique et encore moins un programme économique. Donc cette idée que la décroissance est d'abord une philosophie, c'est que c'est un mouvement d'idées qui concerne en fait des mondes très divers et qui est un mouvement d'idées qui en fait d'une certaine manière le premier a pris au sérieux la question de la croissance, non pas comme une question économique, mais comme la question d'un imaginaire global, d'un imaginaire croissanciste, et qui a commencé à essayer d'analyser et de comprendre qu'est-ce qui était sous-tendu par cette question de la croissance. Chose importante à mes yeux aussi, c'est que la décroissance a émergé en quelque sorte d'une indignation, une indignation face aux gestes de l'Occident colonial. En gros, le moteur initial de ce mouvement-là, qui reste, pour ces raisons-là, à mon avis, un mouvement un petit peu en colère, nécessairement, en tout cas un mouvement de résistance créative, il prend naissance sur ce constat et cette indignation de l'ensemble de la logique de la modernité qui se décline à travers les actes dans le monde entier, pas simplement dans les Suds. Et cette indignation initiale est décisive parce que, de fait, la décroissance, c'est quelque part par nature, entre guillemets, anticapitaliste, anticoloniale et antipatriarcale, puisque toutes ces choses-là sont immédiatement liées. Mais cette origine d'une indignation comme ça face à cet Occident colonial va ensuite, mais dans un second temps, en quelque sorte, nourrir une analyse et élaborer un certain nombre de théories. Et de ce point de vue-là, je pense que le mouvement de la décroissance est en fait une sorte de commun qui se coélabore au fur et à mesure à partir d'une très grande diversité d'expériences locales. Et que cette grande diversité d'expériences se retrouve dans un certain nombre alors sur le diagnostic du désastre en cours, etc., mais qui va bien au-delà de la question du réchauffement climatique et des limites des ressources. Et donc, au-delà de ce diagnostic, le mouvement de la décroissance, pour moi, petit à petit, est en train de se constituer qui est du côté de l'immanence, c'est-à-dire qu'il émerge à partir de la transformation des contextes, à la fois de cette diversité des expériences locales et du contexte général qui est en train d'évoluer évidemment vers le désastre, mais qui nourrit comme ça cette pensée théorique. Et donc ce mouvement-là, qui est pas informel, mais qui est une espèce d'aller-retour entre des expériences locales de terrain diverses et
des tentatives de les penser, les théoriser et de remettre ces théories au contact des expériences locales. Et donc l'idée, c'est que si la décroissance fait mouvement, c'est un mouvement qui est capable à la fois de théoriser et de soutenir les expériences locales, et que ce mouvement est en soi qui n'est pas figé, qui n'est pas doctrinaire, et qui va agir en fait de manière relativement locale, diffuse, et de manière lente du coup, et longue, mais que d'une certaine manière, ce mouvement-là, aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où tout le monde est en train de comprendre que l'horizon d'une transformation sociale globale a totalement disparu, que l'idée d'une révolution n'est même plus désirable, et que de toute manière l'horizon de ce côté-là est bouché, quoi. Donc c'est pas simplement qu'on est condamné à agir comme ça localement de manière très diffuse, diverse, etc. C'est que c'est aussi une autre tactique, c'est aussi une autre manière, une autre résistance créative qui appartient à la manière même de cette indignation initiale. Et que donc, pour ce mouvement de la décroissance, il me paraît important d'afficher d'une certaine manière clairement que nous n'attendons rien de programmes gouvernementaux. C'est pas là que ça se joue. Nous n'attendons pas de l'aide de ce côté-là. Bien sûr, toutes les bonnes mesures sont bonnes à prendre, et bien sûr, toutes les batailles, y compris sur le champ politique, sont bonnes à mener, mais l'enjeu n'est ni de conquérir le pouvoir, ni d'attendre des mesures très favorables pour que le monde s'améliore. Alors, on reviendra dans une seconde partie sur cette question de l'horizon d'une transformation socio-écologique de grande ampleur quand on parlera de stratégie. Ce que je retiens, c'est du coup la décroissance comme un commun qui fait le dialogue en fait, entre des expériences concrètes et leur conceptualisation théorique, et qui chemine comme ça au fil d'expérimentations concrètes, avec pour origine une opposition à un régime mondial colonial. Vincent, toi tu viens, si je ne me trompe pas, du monde de l'altermondialisme, qui est un mouvement plutôt axé autour d'une critique du développement, du coup qui fait le lien avec cette question du système colonial. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette notion de développement, sur ce qu'elle a de critiquable et sur la manière dont cette critique s'intègre à la décroissance telle que toi tu la conceptualises, quand on se place à l'échelle internationale notamment? Peut-être pour commencer, je pense que je viens d'un mouvement qui a disparu, ou pratiquement disparu, qui était l'altermondialisme, pour être plus précis, qui se prend un grand coup d'arrêt autour du 11 septembre 2001. Et c'est intéressant de voir que la décroissance, elle va naître peut-être sur ce qui restait des dynamiques altermondialistes qui étaient extrêmement intéressantes en termes de réseau, en termes de débat, avec énormément de controverses, de contradictions, de choses assez folkloriques et amusantes qu'il pouvait y avoir autour de ce large réseau qui se réunissait régulièrement autour des forums sociaux mondiaux. Et quelques mois après ce grand coup de frein, qu'on peut expliquer de différentes manières, quelques mois aussi après le dernier grand rassemblement dans le monde occidental des réseaux altermondialistes qui était à Gênes, avec une répression policière extrêmement violente en juillet ou août 2001, si je me souviens bien. Il y en avait encore eu par la suite à Porto Alegre, etc. Va se passer une grande rencontre qui va faire le lien avec ce que disait Christophe, qui est peut-être, je pense, la première grande conférence internationale de la décroissance. Le mot allait naître en parallèle, en même temps, en février 2002, à Paris, autour d'un grand colloque qui s'appelait « Défaire le développement, refaire le monde », qui posait déjà toutes ces questions. Et ce qui est intéressant autour de ce colloque, c'était un peu les gens des Suds globaux, ou des compagnons de route décroissants des Nord globaux qui avaient voyagé dans les Suds globaux et qui revenaient avec ce témoignage que le développement est problématique pour plusieurs raisons. La première, sa dimension post-coloniale. Le développement a été cette narration initiée par Harry Truman, lancée dans le débat politique par Harry Truman, président des États-Unis, lors de son discours sur l'état de la nation en 1949, sur cette approche qui aurait des pays développés, nous, qui auraient trouvé la recette de comment construire une société humaine, et puis il y aurait les autres, et notre mission serait de les aider à suivre le même chemin, à les développer. Ce colonialisme, post-colonialisme,
permis de perpétuer tout un pillage des ressources et l'exploitation des populations, mais de manière encore plus violente. C'était la grande force de ce message de ce colloque, a participé à coloniser les imaginaires. Parce que Aminata Traoré, l'ancienne ministre, grande figure de l'altermondialisme, l'ancienne ministre du Mali, avait appelé le viol de l'imaginaire. Et à travers ce développement, il y a eu une destruction symbolique, culturelle, sociale. On parle des fois d'ethnocide, de culturocide, d'autres cultures que l'on a invisibilisées, et ce rouleau compresseur que nous, on a identifié comme étant la société de croissance, de l'imaginaire croissanciste, qui va réunir un certain nombre de concepts toxiques comme le développement, le patriarcat, le capitalisme, le productivisme, le consumérisme, le technoscientisme, etc. Et je dis en parallèle parce que de manière concomitante avec des personnes qui ont participé et au colloque et à la rédaction de ce numéro spécial de Silence, en février 2002 aussi va être publié et lancé comme un ovni politique dans le débat intellectuel, militant en France, le mot décroissance, autour d'un numéro spécial, mais tout de suite articulé de deux adjectifs, et je crois que c'est la grande force de la décroissance de les articuler. Décroissance soutenable, qui souligne les limites physiques à la croissance, et 22 ans plus tard, nous sommes rattrapés dans le concret, dans le dur, par ces limites physiques à la croissance. Pour, de manière très simplificatrice, on a dépassé 6 limites planétaires sur 9, parmi beaucoup d'autres choses dont on parlait déjà en 2002, mais qu'on parle déjà depuis les années 60, 70, et même pour certaines de ces limites bien avant, mais tout de suite articulé à la question, et je crois que c'est la grande force de la décroissance conviviale. C'est-à-dire que cette décroissance, c'est un peu ce qui ressortait aussi dans la présentation, pour ceux qui l'ont vu, d'Olivier de Schutter, dans ses travaux qu'il a co-construits dans le dialogue avec les Sud globaux, là aussi, c'est qu'il faut non pas sortir du modèle de croissance parce qu'on y est contraint pour des raisons physiques, mais parce que c'est souhaitable pour des raisons de joie de vivre, d'émancipation, d'égalité, de partage et ainsi de suite. Et la décroissance, pour moi, c'est une invitation autour de ce mot au but, qui a eu cette double force, c'était une double intuition quand il est lancé dans le débat politique, de ne pas être récupérable, du moins jusqu'à aujourd'hui, par le système dominant, de porter en lui, dans sa sémantique, le questionnement central de ce qu'il y a dans l'ADN majeur de le modèle civilisationnel, l'imaginaire central dans lequel nous avons toutes et tous grandi, nous sommes biberonnés, la société de croissance, cette illusion qui suffirait de produire toujours plus pour donner du sens à nos vies. Et je crois que la décroissance, pour moi, c'est vraiment cette invitation à décroître évidemment, mais avant tout à décroire, et peut-être décroître est la conséquence de la sortie de la religion de la croissance, et cette matrice de réflexion, de pensée, de tradition philosophique, de tradition politique, intellectuelle, idéologique qu'on peut retrouver dans l'ensemble des civilisations passées, qui viennent nourrir toutes ces discussions-là, qui va créer toute une chance de déconstruire les concepts toxiques dont je parlais tout à l'heure, et de commencer avec beaucoup de créativité, d'imagination, de joie, de commencer à se projeter sur des futurs souhaitables, sur de nouveaux modèles de société qui seraient relocalisés mais ouverts et solidaires, qui seraient libérés de la croissance évidemment, et qui s'organiseraient autour de belles idées comme l'autonomie, comme la convivialité, comme les communs, comme les low-tech, comme la permaculture, etc. Et donc la décroissance est une invitation à vivre mieux dans un monde aujourd'hui toujours plus mortifère, où on est toutes et tous pris aliénés à devoir travailler toujours plus pour produire toujours plus et créer les conditions de notre autodestruction. Alors, du coup, on a parlé de futurs souhaitables, de mots au but. Finalement, il y a beaucoup de sujets qui entrent en compte quand on commence à se demander ce qu'est la décroissance concrètement. Flore, à la Maison commune de la décroissance, vous dites que pour que le mouvement soit plus efficace dans l'atteinte de ses objectifs politiques, il lui faut une définition solide. Il me semble que vous distinguez plusieurs périodes dans le mouvement décroissant, pendant lesquelles on a d'abord défini celle-ci comme rejet d'un système, comme projet vers des alternatives plus désirables, et enfin comme trajet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre ces différentes définitions et nous dire laquelle est la plus pertinente aujourd'hui selon toi ? Oui, alors d'abord,
est-ce que je peux rebondir sur ce que je viens de dire, puis je vais répondre, ça va aller dans la suite. Moi, je trouve ça assez intéressant qu'on a écouté Christophe et Vincent. En fait, on n'a quasiment pas abordé, on a demandé la définition de la décroissance, on n'a quasiment pas abordé la question économique. Je pense que très vite, quand vous entendez décroissance, la plupart des gens pensent tout de suite à croissance économique, donc décroissance économique. Et là, c'est assez intéressant, en fait, un panel d'intervenants qui on prend le sujet par un autre angle. Donc, pourquoi on est plusieurs à penser que la décroissance, c'est pas seulement une décroissance économique, parce qu'en fait, on réfléchit à la question de c'est quoi la croissance ? Et quand on réfléchit à ce que c'est la croissance, on se rend compte qu'en fait, c'est pas simplement un phénomène économique. Et nous, c'est un peu ce qu'on défend à la Maison commune de la décroissance, et donc ça va venir, c'est pour ça qu'on l'a défini comme un trajet, et je viens pour répondre à ta question. Donc, on définit vraiment la décroissance comme étant l'opposition politique à la croissance. On s'oppose politiquement à la croissance, donc on fait le contraire de la croissance. Et donc pour comprendre ce qu'est la décroissance, il faut comprendre ce qu'est la croissance. La croissance est effectivement un phénomène économique que vous connaissez tous, et on ne va pas revenir là-dessus, voilà, qui se calcule avec un indicateur qui est le PIB, et donc toujours plus, il faut faire grossir la chaîne l'ensemble de la chaîne économique, qui va de extraction, production, consommation à déchets, et puis voilà, on produit de la croissance, évidemment, donc c'est une croissance économique infinie, on le dit souvent, et nous on défend, puisque cette croissance économique est infinie, nous on défend une décrue économique, on défend l'exact inverse, puisque c'est une crue économique, on défend la décrue économique, et donc c'est mes notes qui s'envolent, la restriction, la diminution, la baisse de l'ensemble de la chaîne économique que je viens de citer précédemment. Mais on ne s'arrête pas à cette définition classique de la décroissance, et je pense que Christophe et Vincent ont vraiment souligné ça, parce qu'en fait, la croissance, c'est bien plus qu'un phénomène économique, c'est pas juste un indicateur, c'est une boussole, qui guide l'ensemble des politiques publiques. L'ensemble, toute décision politique actuellement va être faite en fonction d'un potentiel de croissance généralement idéalisé, mais en tout cas justifié par la possibilité de faire de la croissance. Et donc ce qu'on dit, et ce que disent des auteurs depuis longtemps, comme Serge Latouche, c'est qu'on ne vit pas seulement dans un monde avec de la croissance économique, on vit dans une société de croissance, et tu l'as très bien dit Vincent, et qui en fait colonise d'autres sphères de l'activité que la simple sphère économique, qui colonise l'ensemble des sphères de la vie sociale, et qui sont tous encastrés, engloutis dans l'économie sans pouvoir s'en détacher. Et donc la société de croissance, c'est une colonisation de nos imaginaires. Et là, je ne reviens pas dessus, vous l'avez très bien dit, c'est vraiment une colonisation de nos modes de vie, de nos modes de pensée, de nos rapports aux autres, de nos rapports à soi, de nos rapports au monde, au vivant, une colonisation de notre rapport au temps. Enfin voilà, il y a un ensemble de littérature qui étudie comment c'est une colonisation. Et donc on dit qu'en plus de la décrue économique, la décroissance doit donc être une décolonisation des imaginaires. Nous répondons à cette colonisation par une envie de décolonisation. Et ce terme n'a pas été choisi par hasard, et c'est ce que disait Christophe, puisque la décroissance est ancrée vraiment, effectivement, dans le mouvement anti-développementaliste et critique de la colonisation. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on nous pose la question, mais alors les Suds, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas l'évoquer là, on l'évoque rapidement, mais alors les Suds, est-ce que la décroissance c'est bon pour les Suds ? Oui, parce qu'il y a aussi cette dimension idéologique, et on vient avec une colonisation idéologique, coloniser les Suds sur la manière dont il faudrait réussir en fait à vivre en société, sur la manière dont il faudrait réussir. Donc cette décolonisation, elle est plus vaste qu'une simple décolonisation économique. Décrue économique, décolonisation des imaginaires, et nous on rajoute même un troisième versant sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais on pense que la croissance est aussi un régime de croissance, c'est-à-dire un régime politique qui en gros est celui du libéralisme. On vient donc la décroissance doit pour nous être une utopie politique délibérale, délibéraliste. Voilà, donc voilà comment on l'a défini, et ça explique qu'on définisse non pas la décroissance, et je finis là-dessus, comme un projet politique, mais comme un trajet. On tient vraiment à ça parce qu'en fait, la croissance, en tant que telle, c'est un petit peu... Elle est incarnée par... je ne sais pas si vous connaissez ce personnage de dessin animé qui s'appelle Buzz l'éclair, qui dit toujours vers l'infini et au-delà, et la croissance, elle se justifie comme ça, vers l'infini et au-delà en permanence. Eh bien, nous,
si on prend encore une fois cette définition comme opposition politique à la croissance, on ne veut pas de la décroissance pour la décroissance. Ils veulent de la croissance pour la croissance. C'est l'objectif et le fondement, ça s'auto-alimente. Non. Nous, on souhaite la décroissance pour revenir au sein de ce qu'on appelle l'espace écologique. Il y avait un atelier cet après-midi sur la question. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés. C'est-à-dire un espace qui est compris entre plancher et plafond pour revenir au sein de l'espace écologique. Et donc, la décroissance, on la définit comme un trajet pour repasser sous ces plafonds de la soutenabilité. Tu en as parlé. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, on arrête de décroître. On reste dans un état qu'on peut appeler stationnaire, temporaire, de accroissance. Donc c'est là qu'on appelle ça le projet post-croissance. Mais pour nous, la décroissance, c'est vraiment le passage entre le rejet du monde de la croissance actuelle et les idéaux post-croissance, voilà, qui sont, donc peut-être qu'on évoquera après. C'est vraiment ce passage de l'un à l'autre, et ça doit être donc défendu. Vraiment, la décroissance, c'est important de considérer pour nous que c'est juste une époque, une parenthèse, un temps limité, pour revenir à ces espaces, cet espace soutenable écologiquement et socialement. Merci. Du coup, on voit finalement que la décroissance inclut beaucoup de choses qui vont de l'expérimentation de nouvelles manières de vivre et d'habiter les territoires à une remise en question complète du système économique mondial, avec cette boussole générale d'une décrue rapide de notre empreinte matérielle écologique, donc ce trajet. La question qui se pose logiquement quand on a cet objectif en tête, c'est comment on y va exactement ? Et comment est-ce qu'on définit les objectifs politiques concrets à partir de cette vision globale et quels moyens on se donne pour les atteindre. Et donc c'est là qu'intervient la question de la stratégie politique que j'aimerais bien qu'on se pose maintenant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je crois que vous avez des points de vue et des avis assez différents sur cette question. Par exemple, Christophe, tout à l'heure, tu disais croire assez peu en l'idée d'une transformation écologique et sociale de grande ampleur, pour mettre plutôt l'accent sur le soutien et le développement d'alternatives concrètes et leur essaimage. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette idée et expliquer pourquoi est-ce que tu penses que le mouvement décroissant devrait rejeter ou du moins laisser tomber cette idée d'une transformation de grande ampleur ? Oui, alors c'est pas spécifique à la décroissance en fait, hein, c'est plutôt une constatation générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère qu'on n'est pas simplement dans un monde qui a hérité du constat scientifique, du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc., qui est en train de condamner les sociétés humaines à moyen terme. Et on peut se dire, on va s'adapter, on va lutter, on va renverser la vapeur, etc., au pied du mur, peut-être, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'aujourd'hui, on est 50 ans après le rapport Meadows de 72, et donc ça veut dire que, voilà, plus de 50 ans que les informations sont diffusées massivement auprès de tous les dirigeants politiques que ça a pu intéresser, de tous les dirigeants économiques que ça a pu intéresser. Tout ça est disponible et les stratégies pour limiter le désastre sont assez simples. Le changement d'imaginaire, c'est quand même long et complexe, mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas simplement constater que on découvre qui aurait pu imaginer ça, comme disait l'autre, qu'on est dans une mauvaise situation. C'est plus compliqué que ça. On est dans une mauvaise situation et on sait maintenant, de manière certaine, en quelque sorte, qu'aucun dirigeant économique et politique ne prendront de décision pour changer cette situation. Voilà. Mondialement. Les dernières élections aux États-Unis ne démentiront pas ce diagnostic. Donc, à partir de là, si on renonce à cet horizon d'un basculement, d'une prise de conscience massive de l'humanité qui va s'organiser, etc., encore une fois, pour plein de raisons politiques, psychiques, profondes, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut oublier cette hypothèse. Donc, nous allons collectivement, inévitablement, vers un désastre assez profond. Oui, les espèces animales, végétales, etc. vont continuer à disparaître massivement. Oui,
les sociétés, ces fameuses sociétés de l'Occident colonial, sont des sociétés largement zombies au sens où le tissu relationnel est complètement dévasté par l'économisation générale des mœurs des sociétés qui sont entièrement dédiées. Enfin, nous sommes aujourd'hui dans des sociétés, dans ce fameux Nord, ce fameux Occident, qui sont quasiment entièrement dédiées à la production. Et pire que ça, à la productivité. Donc dans des sociétés dont l'organisation, dont le souci principal qui drive l'organisation, c'est le fonctionnement. Et donc des sociétés dans lesquelles on fonctionne, c'est ça pour moi la société de croissance et de développement, cette société la conséquence qui est l'économisation du monde, c'est une manière de considérer les sociétés humaines comme destinées uniquement à produire et à produire le plus possible et le mieux possible. Donc des sociétés qui sont dédiées au fonctionnement et qui du coup naturellement, dans leurs projets, méprisent tout ce qui est du côté de la gratuité, de la grâce, de la poésie, de la spiritualité. Donc, un appauvrissement général des relations entre humains et du rapport au monde des humains, de ces humains-là avec la nature, qu'on peut appeler comme ça. Tout ça, finalement, hein, nous avons réussi petit à petit, dans le développement de ces sociétés strictement tendues vers le fonctionnement, à dégager, à éliminer ceux qu'on appelle les pas comme il faut. Et les pas comme il faut, ils peuvent être extrêmement variés, extrêmement nombreux. Ils ne sont pas tous au sud. Il y a beaucoup de pas comme il faut au nord. Et donc tous les grains de sable qui font que le fonctionnement n'est pas assez lisse, n'est pas assez conforme aux algorithmes, etc., sont dégagés. Ça fait des sociétés, en fait, dans lesquelles finalement tout ce qui nous fait vivre, donc la grâce, la poésie, la spiritualité, la qualité de relation avec le monde et avec les autres, avec tous nos collègues humains, sont méprisés et dégradés. Donc de ce point de vue-là, l'ensemble de ce raisonnement-là fait qu'aujourd'hui, à mes yeux, nous ne disposons plus, puisque nous avons ruiné nos capacités relationnelles, d'empathie, etc., nous ne disposons plus, socialement et psychiquement, des ressorts qui pourraient retourner la situation politiquement. Donc voilà, c'est cette espèce de gestion globale par des normopathes qui fait que nous sommes conduits à persévérer comme ça. Qu'est-ce qui nous reste ? Heureusement, tout n'est pas désespéré. Il nous reste ce nuage décroissant d'initiatives, de résistance créative, etc., qui ne sont pas totalement anéantis. Mais globalement, il me semble que l'ensemble des initiatives et des mouvements qui se reconnaissent dans la décroissance sont d'accord sur une proposition finalement assez simple qui serait de l'ordre que habiter la terre poétiquement est finalement un mode de résistance de tous les pas comme il faut. Et c'est un mode de résistance créatif. Voilà. Et c'est dans ces niches-là, c'est dans ces nécessités résistantes que les uns et les autres, encore attachés à la relation, à la spiritualité, à la poésie, etc., défendent au quotidien, dans des modes de vie, dans des manières d'exister, dans des manières de manger, de discuter, etc., en essayant principalement de maintenir et de constituer des tissus relationnels dans lesquels on puisse avoir des relations sincères, simples, empathiques, etc. Et donc c'est cette disparition-là, c'est ce tournant anthropologique
que la modernité a emprunté, qui rend, à mes yeux aujourd'hui, impossible l'espoir d'un retournement global du monde. Bien sûr, tu peux. Oui, moi je trouve vraiment ça intéressant ce que tu dis, Christophe. Enfin, il y a une chose qui me paraît... En fait, je pense qu'on est d'accord sur le diagnostic, mais pas d'accord sur ce qu'on fait face à ce diagnostic. Je trouve ça intéressant que tu pointes que les faits n'ont absolument aucune valeur dans le monde dans lequel on vit. Tu dis, Macron dit qui aurait pu le croire, ou je sais pas, quelque chose comme ça, alors qu'il y a 50 ans de rapports, d'infographies, enfin voilà, même maintenant, on allume TF1, on le sait quand même, enfin c'est documenté, etc. Et effectivement, il arrive à faire un discours qui dit mais qui aurait pu croire, alors que tous les écologistes râlent en disant bah si vous nous aviez écouté, vous le sauriez. Donc en fait, effectivement, il y a ce constat des faits que les faits ne font pas changer fondamentalement les hommes et les femmes politiques qui nous gouvernent, en fait. Enfin, ce n'est pas suffisant. Et même nous, nous voyons bien, en tant qu'écologistes et décroissants, que lorsque nous parlons et que nous cherchons à convaincre, parfois nous pouvons accumuler comme ça des listes de « mais t'as vu, il y a ça là, il y a ça là, il y a tel chiffre, les 6 limites planétaires, etc. etc. » A priori, si vous avez un interlocuteur qui s'en fout de l'écologie, vous savez pas la... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a déjà réussi à convaincre en établissement ces faits-là, c'est quand même assez rare. Ensuite, tu pointes bien le fait que du côté des valeurs, on a quand même les bonnes valeurs, c'est-à-dire une dimension spirituelle, la relation aux autres, etc. Et que effectivement, c'est ce qu'on appelait la société de croissance. La croissance, c'est un formidable produit de standardisation, destruction de la différence, de la sociodiversité, de mise à l'écart, enfin voilà, des gens qui pensent autrement, etc. Et que même si on pointe ça, enfin, à vrai dire, personne ne peut vraiment affirmer le contraire, mais même avoir ces valeurs ne suffit pas à convaincre les autres en disant bah, viens vers de la poésie, viens pour du vivre ensemble, etc. Et donc, face à ces doubles constats que nous partageons, tu proposes effectivement ce que j'appellerais une forme de repli sur les alternatives concrètes, en fait, qui moi, me paraissent effectivement nécessaires parce que psychologiquement, pour une partie, et je pense que tu le soulignes, une partie des décroissants et des écologistes, bah, ça fait du bien de se retrouver avec des gens qui pensent comme soi, de faire du concret, des alternatives parce qu'on a l'impression d'agir et d'au moins faire quelque chose face à un désordre global qu'on ne maîtrise pas. Moi, je vois deux écueils à ça. D'abord, un risque de morcelisation de la société, c'est-à-dire d'îlots d'entre-soi avec des gens qui se ressemblent et vivent entre eux, tandis que les autres vivent à part. Pour moi, il y a vraiment la décroissance et c'est vraiment une manière de refaire commun. Et donc, je ne peux pas me résoudre à dire qu'une stratégie décroissante serait de se replier sur ces îlots et éventuellement de les multiplier, de les faire prospérer Et je pense que l'inverse, c'est de réinvestir, pour nous, la volonté de transformation globale et générale, sans croire forcément, tu parles de renversement, enfin sans croire forcément à la possibilité d'une révolution et d'un grand soir, en tout cas sans croire qu'on peut la provoquer, même qu'on peut la prédire, mais en tentant de la préparer, donc en tentant de la préparer, en développant nos idées, en étant fort et attirant et enthousiasmant sur les concepts et sur notre vision du monde, parce que c'est une manière de faire commun et de faire politique, et aussi parce qu'en fait, je pense que si nous pensons que, à la Maison commune de la décroissance, si les faits ne convainquent personne, si nos valeurs qui sont belles ne convainquent pas grand monde, c'est parce qu'il y a ce régime politique du libéralisme qui neutralise toute conflictualité politique, qui neutralise la possibilité même de dire bah non, la vie telle que vous nous le proposez sous le régime libéral croissanciste n'est pas bonne, nous devons trancher, il y a des modes de vie délétères qui ne sont pas bons pour le commun et nous ne pouvons plus nous permettre de les accepter. Le libéralisme, c'est quand même ça, c'est à chacun le sens de sa vie sur ses propres épaules. Nous n'avons pas à trouver un sens commun à la vie sociale, à la vie en commun. Nous avons chacun à trouver le petit sens de notre vie, le porter sur notre propres épaules. Et la croissance va vous fournir les moyens de le réaliser, chacun à vous. Et donc c'est des gens comme Nicolas Bouzou, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un ultra-libéral qui écrit dans l'Express, qui dit que nous n'avons pas, nous, à l'empêcher, si son bonheur, c'est d'aller manger des avocados toast
en regardant les pyramides de Khéops et qu'un matin il se lève avec ce désir et qu'il prend l'avion pour aller là-bas, nous n'avons pas à l'en empêcher, comme il ne nous empêche pas, il le dit explicitement dans un article, d'être végétarien ou de cultiver notre jardin. Il ne nous empêche pas, nous n'avons pas à l'empêcher non plus. Or, ce discours qui, quand on le met dans la bouche de Nicolas Vouzou, nous paraît absurde, nous l'avons en fait quand même intégré. Parce que le régime politique nous fait intégrer que voilà, chacun, la liberté est individuelle, chacun doit rechercher et pouvoir faire ce qu'il peut, comme il veut, quand il veut. C'est une liberté libérale. Et nous défendons une liberté sociale où on doit redéfinir un peu ce qui donne sens, quels sont les modes de vie qui sont acceptables ou non. Et pour ça, il faut une discussion politique et il faut combattre le régime de croissance qui est le libéralisme. Donc, ça nécessite de réfléchir globalement, de réinvestir le politique au sens large, au sens noble, au sens de conception, vision du monde, recherche de transformation sociale globale, discours, etc. Et de combattre aussi une forme d'anti-intellectualisme qu'il y a quand même dans nos milieux en disant maintenant il faut qu'on arrête de réfléchir d'abord parce qu'il y a l'urgence et ensuite parce que faire c'est mieux. Il faut, je pense, qu'on s'autorise à réimaginer, à refaire du concept et à conceptualiser ensemble le monde dans lequel nous voulons vivre. Il y a cette question de la reconceptualisation du monde dans lequel on veut vivre. Ça pose aussi la question de matériellement comment on s'organise pour le faire advenir dans un contexte d'opposition médiatico-politique assez énorme. Vincent, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Alors, je vais proposer 4 points rapidement, mais je vais revenir déjà à l'altermondialisme, parce que tu m'avais questionné là-dessus. Il y avait un slogan qui était « Le monde n'est pas une marchandise ». On était à la fin des années 90. C'est pas si loin que ça. La mondialisation n'avait pas encore pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. La Chine n'était pas encore rentrée dans l'OMC. Et aujourd'hui, on est dans un monde avec un espèce de rouleau compresseur. Et cette fable, devenue autoréalisatrice de la fin de l'histoire, où on a l'impression que oser penser une alternative au système dominant est quelque chose d'absurde. Enfin, c'est cette phrase, il est plus facile d'imaginer l'effondrement de notre civilisation que la sortie du capitalisme ou de la société ou du régime de la civilisation de croissance. Et donc, par rapport à ça, je vais commencer par une bonne nouvelle sur laquelle on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec Fleur, qui semble être confirmée par la petite étude que Alter Capitae a fait aussi, qui vient rejoindre toute une pléthore d'études sociologiques, d'études d'opinion faites depuis une décennie partout sur cette planète, en particulier dans le monde occidental et en Europe, qui montrent qu'on a aujourd'hui des majorités qui émergent dans les sociétés occidentales et partout sur cette planète, qui émergent quant à aspirer, et je parle bien d'aspirer, à sortir du régime de croissance, à sortir du capitalisme. Toutes les études montrent que les gens ont bien compris que le capitalisme était plus nocif pour le bien-être, pour le vivre ensemble, pour la planète qu'une solution, pour ralentir, pour retrouver du sens, notamment une des thématiques de la journée, c'est sur le travail. Le mal-être au travail aujourd'hui est effroyable. Le mal-être au travail est d'autant plus effroyable qu'aujourd'hui, plus un emploi est rémunéré, plus il va être dénué de sens, voire toxique, voire autodestructeur pour le vivant et pour le vivre ensemble. Il va y avoir aussi toute une convergence très, très forte autour de l'aspiration à pouvoir vivre à travers des pas de côté, à travers d'autres formes de partage, à travers d'autres formes de sobriété, s'investir dans des initiatives concrètes, etc. Par contre, il y a un décalage total dans le rapport de force entre ces aspirations extrêmement intéressantes, qui sont des préconditions pertinentes et qu'on retrouve aussi dans l'étude d'aujourd'hui, le décalage sur le fait que malgré tout ça, quand on pense ça, on se sent seul, on ne voit pas de possibilité, on a une forme d'autocensure même, qu'on a peut-être entendu dans ce que disait Christophe, une forme d'autocensure même dans l'espoir qu'on pourrait avoir de rompre avec ça. Il y a quelque chose où aujourd'hui on a l'impression d'avoir abdiqué, qui est totalement délirant, et une défaite, peut-être aussi une absence de théorie partagée forte, ou je pense de récit. Il n'y a pas de récit très bien partagé, très clair, qui ferait un commun dans la société sur qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble et comment. Et là, il y a tout un travail à approfondir, à faire, etc.
Donc ça, c'est mon premier point sur le fait qu'on a des préconditions qui sont potentiellement intéressantes, mais ce point de blocage. Mon deuxième point, c'est pourquoi ce point de blocage? Parce qu'on a été totalement broyé sur le rapport de force. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a tout un travail à faire de stratégie, de tactique, sur comment, face à un rapport de force inégal que l'on connaît aujourd'hui, qui s'est transformé, on l'a vu aux États-Unis, à travers quand on parle de démocratie, à travers une campagne non démocratique, sans aucun débat de fond sur quoi que ce soit, sur deux candidats qui proposent plus ou moins la même chose. Une candidate soutenue par défaut par les gens plus progressistes, qui était Madame Kamala Harris, mais qui proposait rien de concret sur quoi que ce soit, encore moins rien de pertinent par rapport aux enjeux qui sont les nôtres autour de la décroissance, et juste de bloquer le pire, qui est Monsieur Trump. Mais le Trumpisme, pour moi, n'a rien de surprenant, n'a rien d'exceptionnel. Le Trumpisme est juste l'étape ultime, ou presque ultime, du capitalisme dans ses versions les plus fortes, l'ultralibéralisme, le libertarianisme porté par un monsieur Elon Musk, couplé à l'innovation technoscientiste totalement délirante, où plus on va créer de déstabilisation de vie sur cette planète, plus on va aller chercher des prothèses techniques, la plus délirante étant à aller jusqu'à remplacer l'homme par des robots ou aller vivre sur une autre planète une fois qu'on aura bousillé les conditions de vie sur cette planète. Et le rapport de force, il est délirant, parce que la personne dont je parle derrière tout ça, qui la représente le mieux, c'est la personne la plus riche au monde, c'est monsieur Elon Musk, qui est totalement dans ces idéologies-là, qui est aussi totalement dans la victoire totale, d'où pourquoi je voulais revenir à l'histoire de l'altermondialisme, de la mondialisation. Où aujourd'hui, derrière ça, et Viktor Orban en Hongrie a été un peu le père idéologique de Trump 2025. Le programme a été écrit à Budapest, le programme de Trump, qui a été le projet pilote depuis 2010, etc., a théorisé aussi ce qu'il a appelé le multi-alignement, qui consiste à gérer aujourd'hui un État comme on gérerait une multinationale. C'est-à-dire que même ce qui était encore les derniers repères démocratiques qui étaient les nôtres, sur lesquels on pouvait s'appuyer à travers un outil très limitatif et très loin d'être suffisant pour transformer la société, qui est la démocratie représentative, les élections, le système de partis, aujourd'hui dans les mains d'une idéologie totalement broyée, qui est maximiser la capacité à aller chercher les capitaux avec aucune question éthique. On va chercher l'argent, l'énergie, les ressources là où ils sont, pour, dans ce grand jeu compétitif qu'est l'ultra-capitalisme, être en compétition entre les nations. Et le rapport de force, il est perdu, parce qu'aujourd'hui, les plus riches imposent le là. Les plus riches décident ce que l'on va faire en tant que citoyenne et citoyen, où est-ce qu'on va mettre l'intelligence collective, les moyens en termes de recherche, en termes de débat démocratique, en termes de sujets qui vont être abordés, en termes de discussion, de débat d'idées. Il n'y a plus de débat d'idées dans l'espace public ou pas. Et on le voit à travers Twitter, on le voit à travers les médias en France tels que CNews ou BFM, etc., qui se sont totalement appropriés dans les mains d'une oligarchie tout ce qui était normalement un commun et qui faisait qu'on vivait encore dans des démocraties. Troisième point qui est extrêmement intéressant, qui va peut-être rejoindre ce que disait Christophe, je pense qu'il ne faut pas abdiquer quant à la capacité de changer. Je crois qu'il faut continuer à y croire, transmettre de l'espoir, sans naïveté, sans illusion, créer du rapport de force, mais avec toute cette réflexion qu'on retrouve déjà depuis très longtemps dans les débats de la décroissance, peut-être beaucoup influencé par les zapatistes au Chiapas. Comment changer la société sans prendre le pouvoir? Mais sans prendre le pouvoir, pourquoi? Parce que si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir dans un système qui n'est pas notre système, mais sans prendre le pouvoir, ni le délaisser. Et c'est là que ça demande de faire preuve aussi de créativité, de subtilité, sur comment on va créer du rapport de force, non pas frontal, non pas dans des institutions, dans des règles du jeu qui font que si on met la main dedans, on va être broyé, on va être pris au piège, etc. Mais comment on trouve des pas de côté, des moyens de les contourner. Et je dirais que là, il y a toute une pléthore de solutions, et encore plus de solutions que nous n'avons pas encore expérimentées ou explorées, qui consiste peut-être d'abord par sortir des réseaux sociaux, éteindre l'Internet et commencer à revivre dans nos territoires, ouvrir des bistrots de pays, se rencontrer, etc. Sur des choses très simples, en fait, refaire société. Je crois que la décroissance, c'est refaire société dans une société de l'ultralibéralisme. Tu citais M. Bouzoum, où on est comme des grands enfants, comme M. Elon Musk, qui veulent jouir sans entrave. Et dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long, j'y vais très vite.
Dernier point, ça rappelle quelque chose qu'on avait déjà débattu et que je vais peut-être un peu détourner, qui était de cette notion de la pédagogie des catastrophes de Jean-Pierre Dupuy, face, là aussi, référence à l'intermondialisme, à ce qu'une grande sociologue historique de l'intermondialisme, qui était Naomi Klein, appelait la stratégie du choc. Et les ultra-libéraux, quand ils se retrouvent avec Milton Friedman, etc., ils vont organiser une tactique, une stratégie pour avancer caché, pour réimposer cette idéologie mortifère, broyée en 45. Après 45, il y a l'analyse, il y a le livre de Karl Polanyi de 44, La Grande Transformation, qui analyse, c'est la fin du libéralisme. Le libéralisme débouche systématiquement sur le fascisme, sur l'autoritarisme, qu'on a connu, les tragédies du siècle dernier, etc. Mais à partir de 45, ils vont commencer à s'organiser, et ils vont revenir, et ils vont créer une forme de rapport de force caché, où les chocs dans la société vont être des outils au service d'un rouleau compresseur idéologique pour accélérer l'agenda politique ultralibéral. Et depuis quelques années, on observe qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place, peut-être encore au profit de cette stratégie du choc, vers la pédagogie des catastrophes. C'est-à-dire que les chocs que l'on se prend aujourd'hui dans la société, je reviens à mon premier point sur peut-être du fait qu'on commence à avoir aussi des hégémonies culturelles ou des majorités culturelles qui aspirent à changer. Dans les territoires, on a aussi des citoyennes, des citoyens qui s'auto-instituent autour d'initiatives concrètes, de réseaux de solidarité informels, etc., qui créent du réseau, qui inventent d'autres manières de vivre ensemble, de se rencontrer, de vivre la démocratie, et ainsi de suite. Quand il y a un choc, des belles choses peuvent aussi émerger. Et des chocs, il y en aura toujours de plus en plus, toujours plus puissants. Et je crois qu'un des enjeux d'un point de vue tactique autour de ce rapport de force, autour de la créativité, autour de la disruption par rapport au système dominant, autour de refaire société, de refaire lien dans les territoires, de créer une nouvelle narration, c'est aussi être prêt à chaque choc pour instrumentaliser, utiliser ces fenêtres d'opportunité pour amortir la violence de ces chocs, minimiser leur impact et ainsi de suite, et aussi sauter dedans avec espoir, sans illusion, sans naïveté, mais sauter dedans pour avancer sur l'agenda joyeux de la décroissance. Merci. Finalement, en vous écoutant, j'ai l'impression que on a parlé du coup de plusieurs tactiques de préfiguration, donc inventées dans le monde actuel et au sein du capitalisme, des alternatives concrètes qui sont autant d'espaces de réalisation et de développement pour nos luttes, mais aussi des techniques, des tactiques qui utilisent les institutions pour les retourner contre elles ou inventer des institutions parallèles, et des tactiques de rupture. Ça me fait penser à une typologie que j'aime bien, c'est celle d'Eric Olin Wright, qui du coup divise tous ces différents types de tactiques en trois différentes catégories. Donc la première, c'est les tactiques interstitielles, c'est du coup les préfigurations dont on parlait. La deuxième, c'est les tactiques symbiotiques, qui utilisent des institutions existantes et des institutions parallèles pour donner de l'espace à ces alternatives d'exister. Et enfin, il y a les tactiques de rupture, qui elles visent la confrontation directe quand il y a des moments historiques qui y sont favorables, comme tu le disais à l'instant, Vincent, qui peuvent reposer sur des tactiques de mobilisation comme la grève générale, voire la prise de pouvoir si le contexte le permet. Et ce que dit Eric Olin Wright, finalement, c'est qu'aucune de ces tactiques n'est ni suffisante par elle-même, mais que c'est leur coordination et leur utilisation à des moments opportuns, dans des contextes opportuns, qui peut ouvrir la porte à un renversement de ce rapport de force qui est si déséquilibré aujourd'hui. J'aimerais qu'on laisse un peu de temps pour une discussion avec le public. Est-ce que vous voulez, Fleur, Christophe, réagir à ces dernières choses qu'on s'est dit avant d'ouvrir la discussion ? Vas-y. Ouais. Oui, j'avais plusieurs réactions, mais j'essaye de faire vite pour effectivement qu'on puisse avoir une petite discussion. Moi, ce que dit Olin Wright et voilà, ces différentes stratégies, la coordination, c'est une bonne chose. Moi, je pense que les tactiques ne sont pas toutes sur un pied d'égalité et que si elles ne s'intègrent pas, mais je redis ce que j'ai dit avant, dans la défense d'un horizon politique plus global, en tant que telles, elles ne suffisent pas. Elles sont nécessaires, c'est ce que tu disais, non suffisantes politiquement, que ce soit les alternatives concrètes, les espaces locaux, les luttes, etc. Et que pour pouvoir passer un palier, il faut qu'elles s'intègrent dans un discours politique plus global, mais là, je vais me répéter.
Ensuite, j'aime bien, et ça je ne l'ai pas dit à un moment, mais on a effleuré la question de l'effondrement à plein de moments. Et je pense que vous avez bien formulé en fait votre titre, parce que la décroissance, en fait, contrairement à l'effondrement, c'est une stratégie. Et l'effondrement, c'est plutôt un scénario. On dit c'est prévisible, ça va arriver comme ça, comme ça, comme ça, et on ne peut pas vraiment y faire grand-chose. Alors que... il y a un côté inéluctable du scénario, alors que la décroissance, c'est simplement une stratégie. C'est vraiment cette idée aussi du trajet, de comment on fait pour sortir du monde de la croissance. Et donc la stratégie, c'est d'avoir encore une place pour la volonté politique et la volonté de changement, et de pouvoir encore espérer avoir un impact, faire levier pour une transformation globale. Et nous, on pense que plus, si vous faites un peu de physique, moi j'en ai fait très peu, je suis plutôt littéraire, mais plus on est loin, plus le levier va fonctionner, plus on est prêt. Voilà. Donc plus on prend de perspectives, plus on dézoome, plus on a d'idées larges, plus on conceptualise, encore une fois, plus on peut être fort et appuyer sur le levier de très loin pour faire changer le monde. Voilà. Et une dernière remarque, je note ce que je m'étais noté, blablabla. Oui, si, peut-être aussi la question qu'on peut se poser, et ça fait lien, tu as parlé des ultralibéraux, à un moment tu as parlé en entrée de l'extrême droite. En fait, peut-être qu'on peut se demander aussi, quand on parle stratégie, pourquoi on a toujours perdu et pourquoi on perd encore actuellement. Il y a un livre de Clément Sénéchal qui vient de sortir qui dit pourquoi l'écologie perd toujours. Donc il fait une critique de l'écologie du spectacle avec les campagnes Greenpeace, etc., pour plaider pour une écologie qui revienne à des luttes de terrain et qui convergent avec des luttes notamment ouvriéristes, enfin voilà, sociales en plus. Bon, c'est très important, mais je pense que c'est pas suffisant. Enfin, j'ai déjà dit ce que je viens de dire, mais je dis, si peut-être on veut vraiment répondre à la question de pourquoi on perd et pourquoi on a perdu, il faut peut-être se demander comment ils ont gagné, ceux qui gagnent actuellement. Donc on a quand même deux modèles dominants dans le monde qui sont les ultralibéraux, effectivement, et actuellement l'extrême droite. Et oui, alors les intérêts des uns peuvent servir les intérêts des autres, mais quand même, c'est pas... Et puis, bon, on va peut-être pas rentrer dans ces détails, mais à une époque, l'extrême droite était perdante alors que l'ultralibéralisme était gagnant, et actuellement, vient s'ajouter le succès de l'extrême droite. Et si vous regardez, il faut arrêter de se raconter que ce que nous, on dit... c'est ce qu'ils ont dit pour gagner. Ils ne se sont pas appuyés sur des alternatives concrètes. Ils n'ont pas de lutte, à part quelques luttes symboliques. Ils ne prennent pas la rue, à part effectivement, vous allez avoir deux, trois manifestations symboliques en faveur de Jeanne d'Arc, mais ça va être très anecdotique. Enfin, ils ne reposent pas, ils ne font pas reposer. Vous ne trouverez pas de manifestations ultralibérales, vous ne trouvez pas d'alternatives concrètes ultralibérales. On parle des imaginaires, souvent on dit qu'on va reprendre la fiction. La fiction est pleine de figures de gauche écologique et croissante. Enfin, vous ne trouverez très peu en fait de figures qui sont libérales ou d'extrême droite. Et donc je pense que ce sur quoi ils ont vraiment tablé, c'est sur le discours, c'est sur la théorie, à tel point que maintenant on reprend, enfin nous connaissons tous les concepts libéraux, nous connaissons tous les concepts anti-immigration, enfin la rémigration, le grand remplacement, ils ont fait passer ça dans les langages courants, ils ont fait passer ça dans les têtes, même avec des idées qui sont même reprises en fait à gauche bien avant qu'ils commencent à gagner les élections. Ils avaient déjà le pouvoir, l'hégémonie culturelle, tu as parlé d'hégémonie culturelle, parce qu'en fait ils ont fait le taf théorique et que ça a infusé politiquement dans les esprits, si bien que même des adversaires finissent par reprendre leurs idées. C'est très grave, mais c'est comme ça qu'ils ont gagné, et c'est peut-être qu'il faut qu'on se pose la question de ils ont gagné, peut-être qu'au boulot, à nous de copier ces stratégies qui en fait ne reposent pas sur toutes les stratégies qu'on a pu évoquer jusque-là. Voilà. Christophe, une dernière réaction avant de passer aux questions du public? Je pense que c'est bien d'ouvrir un peu la discussion. Simplement, je ne pense pas que, oui, les partis écologiques perdent, etc. Mais à long terme, je pense que ce mouvement de la décroissance, et dans sa dimension immanente et indignée, gagnera, est en train de gagner du terrain et inévitablement en gagnera encore beaucoup au fur et à mesure des catastrophes à venir, quoi. Donc, de ce point de vue-là, moi je ne suis pas du tout pessimiste, et c'est pour moi totalement décorrélé de l'expérience électorale, quoi.
Merci à tous les trois. Donc il y a pas mal de thèmes qui ont été évoqués qui vont sûrement générer des questions. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Je vais passer pour vous distribuer le micro. Merci. J'ai le sentiment, et notamment par rapport au sondage qu'on a eu en début d'après-midi sur la décroissance, que en fait, le système politique actuel, il nous divise de façon complètement artificielle. Et qu'on a l'impression d'avoir des ennemis, là où en fait, probablement, on est d'accord sur certains points et on ne le sait même pas. Quand dans un village, imaginons une communauté en Amazonie, il y a une menace, une vraie grosse difficulté, tous les gens du village se rassemblent et ils essayent de trouver une solution. Et ils sont souvent pas d'accord. Et c'est normal parce qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur la stratégie, il y a plein d'idées qui peuvent émerger, etc. Mais à la fin, il y a un processus qui fait qu'ils vont prendre une décision. Et je crois que c'est ça dont on a besoin, nous. On a besoin d'un processus qui fait qu'on va tous réfléchir ensemble et ça peut prendre du temps. Peut-être qu'il faut plusieurs mois pour réfléchir, pour avoir tous les éléments. Mais il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Pas qu'il y ait un parti politique qui décide parce qu'il a été soi-disant majoritaire, d'ailleurs il ne l'est pas, enfin, etc. On a vraiment besoin de décider tous ensemble. Peut-être que finalement, d'après l'expérience qu'on a eue récemment, une convention citoyenne tirée au sort, c'est plus à même justement de prendre des décisions tous ensemble avec des gens qui sont très très différents. Et je pense qu'on aurait besoin de ça aussi au niveau mondial. C'est-à-dire avoir une assemblée mondiale qui serait tirée au sort avec des gens qui travailleraient ensemble et qui viendraient des quatre coins de la planète et qui apprendraient à se connaître pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui à la fin prendraient des décisions pour l'ensemble de l'humanité, je pense que ce serait largement mieux que toutes les COP qu'on a vécues, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? En deux mots, je commence. Juste évidemment, ça fait rêver beaucoup de gens, cette hypothèse-là. Moi, je n'y crois pas du tout, pour des raisons structurelles du psychisme humain, quoi. C'est Miguel Benassayag, par exemple, qui évoque la discussion et ce genre de questions en disant, quand bien même le lion et la gazelle, les lions et les gazelles arriveraient à se réunir pour considérer l'ensemble de la question, de quels sont les intérêts du monde ou je ne sais pas quoi, ça ne défera jamais leur être, leur contexte, qui font que le lion et la gazelle ne se mettront jamais d'accord sur un argument raisonnable ils ont un intérêt commun à faire ci ou ça. Même s'ils ont un intérêt commun, ou je sais pas, ça ne les changera pas. Enfin, ce registre-là de dire, puisqu'on a des arguments scientifiques, des arguments d'un raisonnement philosophique, etc., puisqu'on a une connaissance infinie, comment ça se fait qu'on se fait encore la guerre ? Mettons-nous autour d'une table avec des gens raisonnables et puis on va régler le problème. Voilà, c'est typiquement la chose à laquelle je ne crois pas du tout et qui me fait dire que le désastre va continuer allègrement. C'est justement cette impossibilité-là qui est propre à la structure du psychisme humain pour moi. Je vais bien rebondir là-dessus, en même temps je vais rebondir sur mes désaccords avec l'analyse de Fleur. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas, c'est toujours très intéressant. Non, je suis partiellement d'accord avec toi sur le fait, et ça répond à un désaccord avec Fleur, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'illibéralisme, qui est la convergence de l'ultralibéralisme et de l'extrême droite, ce qu'on est en train d'observer partout à travers le monde et qui a été théorisé au départ par Viktor Orban, et j'ai eu la chance, vivant en Hongrie et ayant travaillé à l'ambassade de France pendant des années, de suivre de très près toute cette construction. Elle s'inscrit dans la continuité de ce que Karl Polanyi avait déjà excellemment bien identifié, analysé avec son livre La Grande Transformation, qui est peut-être le meilleur livre de l'histoire
du capitalisme, du libéralisme et de ses conséquences et de la manière dont il se met en place. Et la continuité de ce livre, qui était l'une des grandes figures, enfin qui est toujours l'une des grandes figures de l'altermondialisme, un livre écrit par Serge Halimi, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui est un livre d'analyse de l'histoire récente, après 1945, comment le libéralisme va se remettre en place, qui était le grand bond en arrière. Et en fait, c'est pas une histoire de... Et t'as raison, il n'y a jamais eu de manif, d'alternative concrète, il n'y a même jamais eu... Si, il y a eu une alternative concrète, une expérimentation, qui était le Chili de Pinochet. Mais qui se met en place comment? Systématiquement par le fait d'avancer caché, le fait de duper, le fait de la brutalité, voire de la violence et d'éliminer. Et là où je suis partiellement d'accord avec toi, c'est oui, en face de nous, on a des gens qui font tout pour éluder les débats de fond. Et ce dont on a assisté aujourd'hui aux États-Unis dans la campagne électorale, c'était ça. Avec du côté de Kamala Harris, plus d'1 milliard de dollars investis par les grandes fortunes, les multinationales Wall Street pour financer sa campagne, et de l'autre côté, d'autres réseaux, mais qui souvent, il y a beaucoup d'ailleurs d'ultra-riches qui vont financer les deux, on met un peu ses œufs dans les deux paniers, etc., avec pour objectif de surtout pas donner la parole, par exemple, à J. Stein, qui était la personne qui se rapproche peut-être le plus de nos idées dans la campagne, qui, quand la Convention citoyenne pour le climat est mise en place, et c'est là que je suis en désaccord avec toi, c'est-à-dire que quand on met en place un dispositif de controverse, de délibération citoyenne bien organisé, construit, Convention citoyenne pour le climat, on met 4,5 millions d'euros sur la table pour l'organiser. On s'appuie sur des gens qui ont une expertise, une expérience dans comment créer des conditions d'intelligence collective. On met en place un processus, contrairement aux COP qui ont été mentionnés, où tout le monde ne vient pas en défendre son bout de gras, on n'est pas chacun à défendre un intérêt corporatiste ou privé ou d'une entreprise ou d'un État, etc. On vient de manière désintéressée en tant que citoyenne et citoyen, et on a un mandat à qui on donne nos personnes, confiance et des conditions de travail qui permettent de s'écouter. Donc là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en face de nous, on a des gens qui vont tout faire pour éviter que la démocratie directe, réelle, délibérative, autour de controverses construites, etc., puisse arriver. Le débat d'idées est systématiquement détruit de manière malhonnête dans les médias dominants, de manière systématique, à travers des fake news, à travers la création de fausses peurs, à travers le fait d'imposer des faux débats de société pour éluder les vrais débats de fond dont les gens ont envie de s'emparer. Par contre, si on arrive à créer le rapport de force pour mettre en place ce type de processus, l'histoire nous montre, récente, et toutes les expérimentations montrent, que quand on fait s'asseoir dans de bonnes conditions des gens, et même des gens qui ont à perdre, dans un cadre de confiance, et je crois que le cœur de la démocratie, c'est aussi comment recréer de la confiance, quand on les fait s'asseoir ensemble, ressort systématiquement ce qu'on va retrouver dans l'agenda politique de la décroissance. Je fais 30 secondes. 30 secondes. Je pense que le monsieur a raison sur un point, c'est que fondamentalement, il faut de la discussion politique. Et discuter politiquement, c'est effectivement contrer ce régime de croissance qui nous fait que la neutralité, la bienveillance, qui nous fait voir la conflictualité sociale et politique comme étant une anormalie sociale, alors qu'en fait, c'est un mode de relation sociale. Et c'est normal qu'il y ait de la conflictualité. Et c'est normal, et que la discussion, la vraie discussion, peut la permettre, peut identifier les controverses et peut permettre éventuellement d'avancer. Et moi, je pense qu'il y a des dispositifs de discussion, encore, c'est différent de débat, mais de discussion qui rendent ça possible, entre non pas ennemis, mais adversaires politiques. Je n'ai pas d'ennemis, j'ai des adversaires politiques, et on n'est pas des lions et des gazelles, en fait, on est des êtres humains qui pouvons quand même rationaliser. Et je pense qu'il faut imaginer Sisyphe heureux à pousser sa pierre, même face à l'effondrement qui guette, ou en tout cas qui nous fait peur, il faut qu'on ait cette position de Sisyphe politiquement. Discussion politique qui demande quand même un décentrement effectivement par rapport à ses intérêts privés, à penser l'intérêt commun, à penser qu'est-ce qu'une vie de bonne, donc à contrer le libéralisme qui dit que tout se vaut et que chacun peut vivre comme il veut. Alors d'autres questions, on va essayer d'alterner un petit peu, je peux te passer juste après. Oui, bonsoir. Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt peut-être une réflexion sur le libéralisme et l'extrême droite. Le libéralisme, effectivement, il faut aussi
pensez à toute une partie de la gauche, une grosse partie de la gauche, qui est productiviste. Et qui est donc forcément l'allié objectif du libéralisme. À partir du moment où on défend la croissance, sans plus employer le mot, parce qu'on sent bien qu'en ce moment, c'est pas trop à la mode, mais qu'on reste productiviste, on est l'allié objectif et de l'extrême droite et du libéralisme. Et donc, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à faire passer, nous, notre discours et nos convictions chez ces gens-là, et que peut-être on aurait d'abord besoin pour pouvoir avoir un peu plus de poids. Mais d'ailleurs, ils perdent les élections. Donc on voit bien que les gens, finalement, se retournent vers les vrais. Peut-être commencer à les amener plus vers nous. Même, j'y crois pas beaucoup, hein, mais enfin bon, on peut toujours essayer. Et arriver à les obliger à changer de discours. Parce que de toute façon, pour le moment, on est tout seul face à des productivistes et à des libéraux qui le sont par essence. Non, je vais rebondir. Je crois que ça ramène à des débats très anciens dans les gauches, dans l'histoire du communisme, du socialisme, où il y avait, dans la deuxième partie du 19e siècle, deux tendances. Une qui a été broyée et qui a disparu, et la décroissance, je crois, s'inscrit dans cette filiation autour du socialisme utopique, autour d'autres mouvements qui se sont perpétués, différents types d'anarchisme, le socialisme agricole, les naturiens, enfin, on pourra citer énormément de mouvements merveilleux qui portaient en eux cette dimension de rupture avec la croissance, mais aussi une dimension de rupture avec le productivisme, le travaillisme, des formes autogestionnaires, conviviales, d'organisation de la société. Quand on parle du socialisme utopique, on peut parler de Fourier et du phalanstère, on peut parler d'Owen. Enfin, il y a toute une filiation, une tradition historique autour de ça, et que très souvent, ces mouvements ont été assez violemment broyés par les gauches productivistes. Et donc, on a une relation très compliquée avec ces gauches productivistes. Et un truc qui m'a toujours marqué, je parlais de différentes études qui ont été publiées ces dernières années par rapport au ressenti qu'ont les citoyennes, les citoyens autour de la décroissance et de ses valeurs. Et dans beaucoup de ces études, on va trouver que de manière contre-intuitive, que c'est les citoyennes qui vont être plutôt dans cette gauche productiviste qui vont rejeter de la manière la plus forte la décroissance. On va retrouver ça de manière moins forte chez les droites conservatrices ou chez l'extrême droite. Évidemment, on va le retrouver de manière, un soutien très fort chez les plus jeunes, plutôt anarchistes, plutôt gauche révolutionnaire, anticapitaliste, etc. Et là, il y a un vrai débat. Et l'idéal, c'est de construire des controverses, des désaccords peut-être féconds ou pas, avec ces réseaux-là, en y allant en connaissance de cause, qui a une histoire très compliquée, et il y a des décalages culturels extrêmement forts, comme le confirment ces études et l'histoire. Je trouve que ta remarque, puisqu'on se connaît, et ben dans le sens où s'il y a bien une chose qui unit l'ensemble du champ politique, c'est la recherche de la croissance, effectivement, et du productivisme. Et c'est ce qui nous met à part. Oui, la question que vous soulevez, c'est celle de l'imaginaire. En fait, c'est que l'écart, la rupture entre tout le monde productiviste et le mouvement de la décroissance, c'est cet imaginaire. Et qu'il y a un moment, on bascule ou pas, quoi. Qu'est-ce qui fait basculer? Ça, c'est très compliqué. Mais quand on dit il faut, en gros, produire moins et consommer moins, en soi, on se dit, bon, bah, on ajuste les paramètres, c'est pas un truc très violent, on devrait arriver à se mettre d'accord. Oui, sauf que produire moins, consommer moins, ça veut dire, fondamentalement, renoncer à produire le plus possible et à accumuler le plus possible. Et là, c'est un changement d'état d'esprit total, quoi. Ça veut dire que il faut un autre imaginaire, quoi. C'est pas juste qu'on change les paramètres, on produisait 12, on va essayer de produire 8. Oui, mais si on le fait toujours comme ça en se disant mais dès qu'on pourra produire 10, on va y retourner, ça marche pas, quoi. Et donc, rentrer dans cette logique de satisfaction qui dit ce n'est pas le toujours plus qui nous rend heureux, bah, il faut vraiment un changement d'imaginaire. Et là, sur la question de la production, c'est définitif, quoi, en fait. Une phrase, on ne l'a pas abordée aujourd'hui, dans la décroissance, il y a aussi, dans la décolonisation de l'imaginaire, la réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle le progrès. Et je crois qu'il y a eu une tradition progressiste, et les gauches productivistes s'en sont emparées de manière très grande,
qui s'est orienté dans quelque chose de faux, une forme de religion, là aussi, du progrès. Et dans les écrits de nos pères et de nos mères historiques de la décroissance, on trouve des réflexions extrêmement riches, extrêmement intéressantes sur l'histoire du progrès et comment la décroissance doit repenser le progrès. Bonjour, merci pour tous ces échanges très intéressants. Je me posais une question. Imaginons que demain, soyons fous, on a une volonté politique de sortir du libéralisme et d'appliquer une stratégie de décroissance concrète en France, que ça se passe très bien, on fait diminuer notre PIB, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle globale après? Est-ce qu'il y a des sanctions économiques qui arrivent de la part des autres pays? Comment on fait pour continuer à échanger avec eux? Et est-ce qu'il ne se passe rien? Et dans ce cas-là, ça n'a aucun impact, puisque si tout le monde continue de faire pareil et qu'il n'y a que nous qui décroissons, ça ne change rien du tout. Donc voilà, comment ça se passe au niveau global si jamais demain tout change? Alors, si, moi, non, avec plaisir. Alors, premier point, faire réduire le PIB, on s'en fout. C'est pas un objectif en soi, c'est une conséquence de la sortie de la religion de la croissance. Et peut-être que vraisemblablement, si il y a une prise de pouvoir ou une dynamique autogestionnaire très forte sur un territoire élargi qui tend vers la décroissance, peut-être que ça peut s'inscrire dans une croissance du PIB dans un premier temps ou pas, mais je dirais qu'on n'en a rien à faire. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est une démarchandisation. Et ce qui risque de se passer, d'où l'importance aussi de travailler dans des réseaux internationaux autour de la décroissance, puisque cette question, on se la pose aujourd'hui à Paris, mais cette question, elle se pose partout sur cette planète, de manière diverse et variée, en fonction des contextes socio-culturels, etc. Et cette internationalisation des réseaux de la décroissance, ou cette pluriversalisation des réseaux de la décroissance, est essentielle pour, s'il y a des dynamiques intéressantes d'un côté, ça peut faire effet boule de neige d'autre côté, et créer d'autres rapports de force d'autre côté. Et la chose sera d'autant plus aisée qu'on n'est pas seulement isolé dans un territoire réduit, mais que ça arrive de manière beaucoup plus forte, de manière internationale, ou du moins de manière continentale, de manière élargie. Après, moi je suis très sceptique quant à ce scénario. Je pense que la transformation se fera de manière beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus décentrée, décentralisée, de manière peut-être invisibilisée, sachant qu'un des enjeux centraux de la décroissance, c'est de rendre visible ce qui est justement invisibilisé par le système dominant, notamment le calcul du PIB, et comment on redonne la primauté des choses qui font vraiment sens, et de redonner du sens. Et la décroissance, c'est aussi, je pense en particulier pour un pays comme la France, on va prendre le continent européen, qui est complètement à poil en termes de ressources, et qui a un modèle de consumérisme qui a besoin d'une importation continue de ressources de manière massive, en premier lieu des produits manufacturés dans d'autres pays du monde, de la main-d'œuvre dans d'autres pays du monde, des métaux, des produits chimiques, des énergies fossiles, etc., etc. Si on passe en décroissance, on réapprend à vivre sans contrainte de ces importations et contraintes imposées aux autres, et on libère des espaces pour les autres, et les autres n'ont plus grand chose à nous dire. Après, ils peuvent nous envahir s'ils veulent. Il y a la question de la géopolitique et de la réelle politique dans le contexte guerrier actuel, qui est un autre débat, mais je m'arrête là pour éviter d'être trop long. Je pense que votre question elle est bonne dans la mesure où elle pointe ce qu'on appelle nous les questions difficiles de la décroissance, c'est-à-dire tout ce qui est dimension géopolitique, internationale. Vous montrez très bien qu'en fait, quand on parle de trajet, sortir d'un monde pour aller vers un autre, ça a des implications, et ça a des implications sur plein de sphères. Et je pense que la décroissance est une pensée qui est encore jeune et qui a ce genre de problème énorme à résoudre, et voilà, c'est pas des choses sur lesquelles décroissance et géopolitique, vous n'allez pas trouver beaucoup d'écrits actuellement, beaucoup de pistes pour pouvoir nourrir cette question-là. Par contre, une autre piste que moi j'évoque parfois quand on me pose cette question et que j'avais trouvé intéressante sans jamais trop la creuser, c'est quelqu'un que pourtant je ne porte pas beaucoup dans mon cœur, qui est Serge Jancovici, et qui écrit là-dessus et qui dit qu'il y a un moment quand même, s'il y avait une chose qui était aussi intriqué que les échanges économiques actuels, c'était l'esclavage à une époque. C'était quand même un modèle, alors toute proportion gardée, mais de mondialisation, d'imbrication des échanges, si t'arrêtes, c'est BioX qui en parle en premier, moi je l'ai entendu dans la bouche de Serge Jancovici. Non, je trouve ça bien. Mais donc voilà, et qui parle du fait qu'effectivement, en fait, il y a quand même des pays qui ont pris une décision solitaire
avant d'être suivi, enfin que c'est une espèce d'effet domino sur le reste. Bon, apprendre à les creuser, à prendre avec des pincettes, à aller chercher un peu si la comparaison peut être bonne. Moi, je pense qu'elle fait un peu sens. Mais voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur cette question ultra difficile. On va peut-être prendre encore une ou deux questions, pas que des hommes si possible, mais on commence par vous. Bonsoir. Sur la stratégie politique, en fait, si je reformule, on a un peu évacué le sujet ce soir, il me semble. Moi, ça me pose toujours question, parce qu'on est quand même encore dans un monde où il y a de la politique, des partis. Et vous avez cité Friedman tout à l'heure, enfin, des stratégies un peu globales, qui ne se limitent pas à la France. C'est quoi, ça sera quoi la stratégie politique de la décroissance concrète? C'est le titre de la conférence, mais je la vois pas. Moi, je vais reprendre les fondamentaux qu'on a écrits en large, en long, en travers depuis une vingtaine d'années sur la question. C'est l'articulation entre comment on fait vivre les 4 niveaux politiques de la décroissance. Le premier étant le niveau individuel, comment on crée une culture alternative d'abondance frugale, de simplicité volontaire, comment on met en place de nouvelles habitudes de vivre, etc. Et aujourd'hui, il y a toutes des dynamiques très contradictoires dans notre société, puisqu'on a d'un côté la fast fashion et d'un autre côté, on a aussi des dynamiques tout à fait intéressantes de déconsommation volontaire, d'un autre rapport au voyage, d'un autre rapport au transport, un autre rapport à l'alimentation, etc. Cette approche est très très loin d'être suffisante. Il ne s'agit pas d'une approche moraliste ou moralisatrice et qui malheureusement se heurte à l'impossibilité de l'étendre pour toutes et tous tant que les inégalités en termes de capacité de changement individuel sont très grandes. On n'est pas toutes et tous égaux quant au choix de quitter son bullshit job pour faire le choix de la simplicité volontaire. Le deuxième niveau que Christophe a évoqué et qui me semble fondamental aussi, mais qui lui aussi n'est pas suffisant, c'est les alternatives concrètes. Comment on fait vivre tout un réseau d'initiatives citoyennes qui sont autant de projets pilotes et de projets sur lesquels peuvent s'appuyer une transformation sociétale profonde de la société à travers un maillage autogestionnaire, décentralisé, autonome, de projets qui vont repenser comment on répond aux besoins fondamentaux. Comment on partage, comment on prend des décisions de manière alternative. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelait à l'époque la résistance, moi j'appelle de plus en plus la démocratie, comment on crée un rapport de force pour refaire revivre la démocratie, pour que le débat d'idées retrouve toute sa place dans la société. On a évoqué Convention citoyenne pour le climat, ça passe par des actions de désobéissance civile, l'organisation de flash mobs, l'organisation de conférences comme aujourd'hui, la publication de livres, etc. Donc c'est occuper tous ces espaces. Ça peut passer éventuellement par le fait de participer à la vie politique. Moi je suis moi-même élu, je suis élu conseiller des Français de l'étranger en Hongrie sur une liste citoyenne qui portait très clairement le projet de décroissance dans son projet. Il y a d'autres élus partout à travers cette planète qui portent les idées de la décroissance à différents niveaux, mais c'est un des leviers parmi tant d'autres, avec toute cette réflexion très complexe, très subtile de comment changer la société sans prendre le pouvoir ni le délaisser. Mais on est beaucoup plus à l'aise de porter les autres dimensions de la décroissance si on a des relais dans les institutions qui nous permettent tout simplement, comme aujourd'hui, d'avoir accès à un espace où on peut se rencontrer. Et c'est pour ça aussi qu'à travers les conférences internationales de la décroissance, on a régulièrement des conférences organisées dans les parlements. Il y en a eu 2 grandes au Parlement européen. T'y étais, c'était un exercice très compliqué de se retrouver, justement. La question, c'est de prendre le pouvoir dans les institutions qui sont faites pour la croissance. Mais je crois qu'il faut occuper les parlements. On est beaucoup plus à l'aise à l'échelle municipale. Je pense au mouvement municipaliste, aux dynamiques de listes citoyennes. Les municipales arrivent dans 2 ans en France, par exemple. Je crois que c'est un espace qu'il va falloir occuper de manière extrêmement forte, parce que dans les territoires, on peut aller à la rencontre des gens, on peut créer de l'intelligence collective, on peut penser, expérimenter la démocratie de manière diverse. On peut être dans le concret aussi sur des réponses très simples sur le soin, l'entraide, l'alimentation, l'eau, l'énergie et ainsi de suite. Et puis, 4e point, et là je rejoins les travaux extrêmement intéressants de la maison commune sur la théorie, sur la pensée. La décroissance, c'est aussi un objet d'étude, d'analyse. Alors que moi j'inscris notamment dans sa dimension recherche qui est florissante aujourd'hui, j'inscris ça dans une approche qui rejoint les travaux
que fait Christophe et beaucoup d'autres, qu'on fait aussi à Cargonomia, autour de la recherche-action, c'est-à-dire une recherche, une théorisation qui fait en permanence le lien aussi avec l'expérimentation concrète. Et politiquement, la stratégie, c'est comment articuler ces 4 niveaux. On pourrait le théoriser différemment, tu as proposé une autre théorisation, et je crois que chacun de ces niveaux sont aussi importants les uns que les autres, à la condition d'être articulés les uns avec les autres et en permanence d'avoir un dialogue qui peut être des fois aussi un dialogue difficile, de créer des controverses aussi au sein de ces réseaux-là. Et puis, dernier point aussi, de sortir de notre entre-soi pour aller se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui pratiquent au quotidien ou qui sont dans des imaginaires de décroissance que l'on ne voit pas dans nos réseaux. Juste un exemple, il y a une étude, un article universitaire qui avait été publié par Peter Jelička, un très grand ami tchèque, qui avait fait un petit calcul très simple, c'est par rapport à un jardin communautaire à Brooklyn, combien d'articles universitaires dans le monde occidental et d'articles de presse il y a pour des mecs qui produisent 4 tomates cocktails, etc. Et combien d'articles universitaires et d'articles de presse il y a sur un pays comme la Tchéquie ou la Pologne ou la Hongrie, où il y a encore plus de 50% de la nourriture qui est produite dans le cadre familial. Donc c'est rendre visible l'invisible et d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont d'autres imaginaires, mais qui ont énormément de choses aussi à apporter ou à protéger par rapport à ce qu'ils font autour de la décroissance. J'ai essayé d'être très court, mais voilà, j'espère que ça répond un peu à votre question. Moi, je peux bien réagir. Votre question, elle nous oblige peut-être à un effort de synthèse, mais il me semble que quand même les différents types de stratégies ont été évoqués. Il y a des stratégies de renversement, stratégies de basculement. Basculement, c'est comment on multiplie les initiatives et après elles essaiment, elles font modèle, et puis après, à force d'essaimer et d'être multipliées, on bascule dans un autre monde. Il y a les stratégies de renversement par la rue, les stratégies de renversement par les urnes. Il y a on a parlé de All in Right, voilà. Et moi, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, parce que je pense que je l'ai martelé en disant que lui, tu as dit qu'on coordonnait toutes ces stratégies. Nous, on pense qu'il faut renforcer le pied stratégique de l'hégémonie culturelle et des idées. Mais tout ça, c'est stratégie. Alors peut-être qu'il y a un flou sur ce que c'est une stratégie, mais une stratégie, c'est ça, c'est comment on change les choses, et il y a ceux par le pouvoir d'en bas, par le pouvoir d'en haut, par le pouvoir des idées. Enfin voilà, je pense que tout ça sont des différentes stratégies qui effectivement ne ressemblent pas à un plan de bataille militaire qu'ils ont, mais voilà, tout ça sont des types de stratégies pour changer les choses. C'est comme ça qu'on l'entend en tout cas. En fait, dit et articulé, ça ressemble à un plan de bataille militaire. Oui. Et puis dernier point, sera bien malin celui qui est capable de prédire qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est la différence entre stratégie et scénario. Une stratégie peut avoir des effets, mais sans pouvoir prévoir exactement ce qui va se passer. Elle cherche à une transformation, mais sans pouvoir la prophétiser. Alors qu'un scénario prophétise, qu'on disait le monde va être comme ça dans 10 ans, 30 ans, 20 ans. Je vois l'heure qui tourne, je pense qu'on va s'arrêter là. Christine, dernière réaction et après... Juste un mot, je pense que l'idée de renoncer au basculement, non pas parce qu'on n'en a pas envie, mais parce qu'on suppose qu'il n'aura pas lieu, ouvre un imaginaire politique totalement différent, enfin, du côté micropolitique, et qui fait que je pense qu'il y a un grand intérêt à essayer d'imaginer, d'abandonner la victoire politique majeure, la prise du pouvoir, etc., que tout cet imaginaire-là, quelque part, est périmé, et que ça n'empêche pas individuellement d'aller dans une municipalité, se porter candidat, etc. Mais c'est pris dans une vie, c'est pris dans une espèce de stratégie locale, quoi. Ça appartient à une personne, etc. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on accepte, enfin, où on fait cette hypothèse et qu'on arrive à se la rendre, à soi en tout cas crédible, que peut-être le renversement est impossible, même s'il était souhaitable, alors tout d'un coup s'ouvre tout un autre champ d'action qui paraît pas simplement nécessaire, mais qui sort aussi de l'attente, quoi. C'est-à-dire que la décroissance, c'est tout de suite. Là, on se réunit, on discute, tout ça est tranquille, sympathique, il n'y a pas besoin de tonnes d'argent pour organiser tout ça, tout le monde vient bénévolement, on est très content, on passe une bonne journée. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup plus, quoi, pour faire un certain nombre de choses, quoi.
Et cette idée de dire qu'on peut la mettre en œuvre immédiatement, chacun à son échelle, et qu'en fait, on est quelque part, si vous voulez, condamné à une résistance de long terme. On n'est pas dans une stratégie pour conquérir quelque chose, grand ou petit, mais qu'on s'installe définitivement dans une vie autre, qui va nous rendre, on suppose, on espère, plus heureux, plus satisfaits, et que ce sera comme ça maintenant sans fin en quelque sorte, quoi. Qu'il faut installer une espèce de strate sous-marine parallèle qu'on espère la plus vaste possible, etc. Mais que maintenant il faut travailler à cette espèce de monde parallèle qui prend des territoires à ce fameux libéralisme, à ce fameux Occident colonial, et qu'il faut lui prendre des territoires par-ci par-là, et qu'on peut le faire dès maintenant, et que ça n'aura jamais de conséquences globales. Tant pis. Tant pis. On les abandonne pas. Ce sera peut-être le dernier point, mais c'est hyper important quand je parle de l'internationalisation du débat, et je rebondis parce que je suis d'accord avec la remarque un peu provocatrice de Fleur. Aujourd'hui, il y a un appel du pied très fort des réseaux des Sud globaux pour dire, vous, occidentaux, bougez. Parce que si vous ne bougez pas par rapport à la décroissance rapidement, nous, on est condamnés à crever. Et je crois qu'on a ce dilemme par rapport aux 4 leviers de stratégie articulés que j'évoquais, qui sont vraisemblablement loin d'être suffisants par rapport, et je suis assez d'accord avec toi, le fait, moi j'ai la chance de faire le pas de côté dans une initiative concrète, ça libère des imaginaires, ça crée d'autres formes d'espoir, d'énergie collective, de dynamique, etc. Après, je le fais dans un pays depuis 15 ans, dans un pays qui s'appelle la Hongrie. Ça n'a pas empêché à Viktor Orban de totalement tuer. On parle d'un effondrement moral dans la société hongroise. C'est-à-dire que nous, on a notre petit cocon, et ainsi de suite. Et puis, si on ne l'institue pas rapidement de manière forte dans les sociétés occidentales, c'est les Sud globaux qui vont continuer à payer de leur vie de manière très chère. Quand on parle de récupérer des territoires, c'est les Sud globaux aujourd'hui qui sont expulsés de leur territoire pour les mines de lithium et les mines de cuivre, de mines de cobalt, soi-disant pour la transition écologique. Non, mais je crois que j'ai dit... je veux dire, moi, voilà, nous, à la MCD, on défend une décroissance sociale, de resocialisation de la vie et d'un communisme sans croissance. Donc il est hors de question de se replier sur des initiatives concrètes entre soi, entre gens privilégiés qui sont capables de s'extraire, parce qu'ils ont les ressources économiques, culturelles et sociales, de s'extraire du monde actuel, tout en laissant des pans entiers, que ce soit géographiquement, socialement, enfin des pans entiers de la société, vivre le fracas vers lequel effectivement on se destine, et nous voilà. Et moi je préfère perdre et ne jamais voir la décroissance advenir que de l'avoir réduite à une série d'initiatives concrètes qui sont certes nécessaires pour les gens qui les mènent, je ne dis pas le contraire, mais qui sont insuffisantes politiquement et qui ne feront jamais société. Nous ne devons pas renoncer au commun. Enfin, je sais pas, on passe notre temps à parler de commun. C'est pas juste une association qui gère l'énergie. Enfin, le commun, c'est la vie ensemble, et même avec ceux qu'on n'aime pas. Surtout avec ceux qu'on n'aime pas.